Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième jour du Festival de géopolitique ici à GEM. Je suis Amina Daleb, membre de GEM en débat en première année. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que nous avons l'honneur d'accueillir Florian Louis, professeur agrégé d'histoire rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur de livres, notamment Les grands théoriciens de la géopolitique, ainsi que Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Avant de répondre à toutes vos questions, il va d'abord nous éclairer sur le sujet suivant. L'anti-européisme existe-t-il ? Merci et bonjour à tous. Donc effectivement, le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui dans le cadre de ce festival qui avait pour thème les désunions européennes, c'est celui-ci et je l'ai posé sous la forme d'une question, ce qui n'était pas forcément évident. J'aurais pu appeler ça tout simplement l'anti-européisme ou quelque chose comme ça. Cependant, il m'a semblé que cette notion d'anti-européisme était problématique à beaucoup de titres. Je vais y revenir, c'est justement l'objet de mon intervention. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de formuler mon intervention sous cette forme interrogative. Alors, la question peut paraître sans grande importance et on peut se dire finalement évidemment qu'il existe, il suffit d'écouter, d'allumer sa télévision ou sa radio. Par exemple, ces derniers jours, on a difficilement pu échapper aux diverses interventions de M. Philippe de Villiers qui faisait la promotion de son livre sur différents plateaux de télévision ou de radio et qui faisait montre de fait d'une attitude pour le moins hostile à l'égard de l'Union européenne, d'une attitude qu'on pourrait donc être amené à qualifier d'anti-européiste. En même temps, ce qui était frappant, ce qui m'a frappé en écoutant Philippe de Villiers, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres exemples, c'est que son argument anti-européen était surtout, alors il était double, de voir, ce qui est un peu contradictoire, voire totalement contradictoire, mais enfin, dans l'Union européenne, une sorte de continuation d'un projet nazi, et puis surtout, d'un autre côté, un projet américain financé par la CIA, etc. Donc, effectivement, il y a là une contradiction, mais ce deuxième aspect m'intéressait parce que finalement, je simplifie un peu, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que l'anti-européisme de M. de Villiers est d'abord un anti-américanisme. Ce qu'il reproche à l'Union européenne, ce serait d'être inféodée aux États-Unis, et donc il s'en prendrait à elle, non pas en tant qu'elle est européenne, mais en tant qu'elle ne le serait peut-être pas assez, en tant en tout cas qu'elle serait plus américaine qu'européenne, qu'elle serait vendue, entre guillemets, à des intérêts étrangers. Et cette notion d'anti-américanisme que j'introduis là m'intéressait d'autant plus qu'à l'origine, quand j'ai proposé ce sujet de réflexion pour mon intervention de cet après-midi, je m'inscrivais dans la continuité de mon intervention de l'année dernière, puisque j'étais déjà présent ici il y a un an. Le thème était les États-Unis, et j'étais intervenu dans le cadre d'une table ronde qui portait justement sur l'anti-américanisme, un objet qui, dans l'étude des relations internationales, est beaucoup plus identifié, qui fait l'objet d'études très nombreuses, beaucoup plus, j'y reviendrai, que le sujet que j'aborde là, qui est un peu plus glissant, parce qu'il n'y a pas tant de travaux que cela, en tout cas sur certains des aspects de la question que je vais aborder. Donc, il y avait pour moi la question qui se posait, voilà, est-ce qu'il existerait, c'est comme ça d'ailleurs qu'est présentée la conférence du jour, parce que c'est comme ça que je l'avais présenté dans ma proposition d'intervention, est-ce qu'on peut trouver un équivalent de ce qu'est l'anti-américanisme dans le monde du côté de l'Europe, une forme donc d'anti-européisme. C'est pour ça que je voulais commencer par revenir très rapidement, je ne vais pas refaire la conférence de l'an dernier, mais sur quelques-uns des points que j'avais dégagés l'an dernier à propos de l'anti-américanisme, pour montrer que cette notion était vraiment problématique et ambiguë, et ce qui va m'amener donc à venir au cœur de mon sujet, à savoir est-ce qu'on peut la transposer ou pas, dans quelle mesure et de quelle manière, à un anti-européisme. Donc on avait d'abord l'an dernier insisté que la notion d'anti-américanisme, elle est problématique parce qu'elle est ambiguë sur au moins deux plans. Premièrement, il y a une forte ambiguïté de la notion d'anti-américanisme parce qu'on ne sait jamais trop si, quand on dit que quelqu'un est anti-américain, est-ce qu'il s'oppose aux États-Unis d'Amérique ou est-ce qu'il s'oppose à une politique menée par les États-Unis d'Amérique, typiquement l'invasion de l'Irak en 2003, sur laquelle je reviendrai, puisque c'est une occasion où des Américains s'en sont pris aux Européens cette fois-ci pour les accuser de ne pas les suivre. Bon, mais est-ce que quand quand quelqu'un dénonce, en 2003, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, il faisait preuve d'anti-américanisme ou simplement d'anti-bushisme, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Donc la question qui se posait et qu'on pourra reposer à l'échelle de l'Europe, c'est est-ce que s'opposer à l'Europe, c'est s'opposer à l'Europe pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle fait? Est-ce que c'est structurel? Et auquel cas, est-ce que c'est vraiment une opposition à l'Amérique ou à l'Europe? Je ne pense pas. Si c'est structurel, je pense que c'en est une. Ou est-ce que c'est purement conjoncturel? On s'opposerait uniquement à un aspect, une politique des États-Unis dans un cas, de l'Union européenne ou des pays européens dans l'autre. Auquel cas, je ne suis pas sûr qu'on puisse le qualifier à proprement parler d'un anti-américanisme d'un côté ou d'un anti-européisme de l'autre.
Deuxième chose importante sur laquelle on avait insisté l'an passé en parlant d'anti-américanisme, c'était sur le fait que, en termes d'analyse, ça pose un vrai problème et une vraie ambiguïté, parce qu'on peut lire et interpréter l'anti-américanisme et donc l'anti-européisme en parallèle de deux manières contradictoires. On peut dire bon, c'est une faiblesse dans le soft power, par exemple, des États-Unis, le fait que des gens dans le monde éprouvent une haine ou une animosité à l'égard des États-Unis, c'est clairement un affaiblissement de cette dimension importante, comme on le sait, de la puissance qu'est le soft power. Donc on peut dire c'est une chose regrettable, dommageable, qu'il faut travailler à améliorer parce que ça affaiblit la puissance. C'est d'ailleurs incontestable. Mais on peut aussi, et surtout, et c'est toujours mon avis, y voir plutôt, d'abord et avant tout, dans l'anti-américanisme, un revers de la puissance. C'est-à-dire que si les États-Unis suscitent de l'animosité, de la haine, des oppositions, c'est peut-être d'abord et avant tout parce qu'ils sont puissants, très puissants, et que cela crée des jalousies qui ne vont pas être suscitées auprès d'autres pays. J'avais terminé l'an dernier un peu sur le ton de l'humour, mais en disant qu'il n'existait pas d'anti-portugalisme ou d'anti-australisme dans le monde, non pas parce que le Portugal ou l'Australie seraient peut-être des pays intrinsèquement meilleurs que les États-Unis, mais simplement parce que ce sont des pays qui, dans le monde d'aujourd'hui, ne font d'ombre à personne, n'ont pas une puissance telle qu'on s'inquiète ou on s'oppose ou on les jalouse. Voilà. Et donc, évidemment, voyant, je vais en revenir, hein, existe-t-il un anti-européisme ? Si oui, il est en tout cas beaucoup plus faible que que l'anti-américanisme, mais il ne faudra peut-être pas s'en réjouir parce que sans doute que si l'anti-européisme aujourd'hui hors d'Europe, je vais bien sûr revenir juste après sur cette distinction importante, hors d'Europe et intra-européen, mais si l'anti-américanisme, si l'anti-européisme, l'opposition, la dénonciation ou la condamnation de l'Europe sont extrêmement rares aujourd'hui dans le reste du monde, ce n'est peut-être pas tant parce qu'on apprécie particulièrement l'Europe que parce qu'on ne la craint pas ou plus, que parce qu'elle est faible finalement. Et donc peut-être vaudrait-il mieux être haï avec les États-Unis qu'être aimé avec l'Europe. C'est une des questions qui va ici se poser. Et donc au travers de la question de l'anti-européisme, je suis amené à poser la question de la puissance de l'Europe parce que je vais montrer, en tout cas c'est la thèse que je vais développer, qu'il y a un lien très étroit entre les évolutions à la fois du degré et de la nature de l'anti-européisme et les évolutions des formes et de l'intensité, on va dire, de la puissance européenne. Poser la question de l'anti-européisme, c'est aussi, et j'y viens, j'ai commencé déjà à l'évoquer, introduire un ingrédient, un élément qui n'est pas du tout présent ou très très peu présent quand on étudie l'anti-américanisme, c'est que l'anti-européisme, il provient d'ailleurs aujourd'hui surtout d'Européens eux-mêmes, alors qu'il est très rare, ça existe, des gens comme Noam Chomsky ou quelques autres qui critiquent virulemment la politique états-unienne et qui sont eux-mêmes des citoyens des États-Unis, mais bon, il est très rare de voir des Américains faire preuve, des États-Uniens faire preuve d'anti-américanisme. Il y a quelques petits groupuscules qui peuvent être antifédéralistes, qui voudraient l'indépendance de la Californie ou je ne sais quoi, mais ce sont vraiment des épiphénomènes sans grand poids. Alors qu'évidemment, dans le cas européen, si on cherche des exemples d'anti-européisme, les exemples qu'on trouve sont justement, en général, des exemples d'Européens qui disent du mal de l'Europe ou, et c'est là évidemment tout le problème, disent-ils du mal de l'Europe ou de l'Union européenne, c'est évidemment là tout le problème qui se retrouve dans la difficulté à trouver les mots justes pour désigner les phénomènes que l'on désigne. J'ai fait là une espèce de nuage de mots low cost avec les principales expressions qu'on peut trouver dans la littérature à la fois journalistique ou analytique sur cette question de l'anti-européisme. Donc moi j'ai choisi anti-européisme, j'y reviendrai. Mais les termes qu'on trouve le plus souvent vont être parfois euroscepticisme, qui est une notion qui est apparue dans l'Angleterre des années 1980, plutôt dans la presse, avant d'être reprise dans le monde académique. Il y a aujourd'hui des travaux académiques très développés, notamment en langue anglaise, qui reprennent donc en général l'expression euroscepticisme. Le problème pour moi avec cette notion qui a son intérêt, c'est qu'évidemment le scepticisme, c'est le doute, c'est l'hésitation, c'est pas forcément l'opposition. Donc ça pourrait être un degré moindre à ce que j'appelle l'anti-européisme, qui est clairement dans sa formulation une opposition, une contradiction. Alors que l'euroscepticisme, c'est un scepticisme à l'égard de l'idée d'Europe ou à l'égard de l'idée d'unification de l'Europe. Donc ça pourrait être éventuellement entendu comme allant vers un degré moindre. Europhobie, autre terme qu'on va trouver fréquemment sous les plumes essentiellement de journalistes. D'ailleurs, on parlera surtout d'europhobe. Donc là, ça désigne une attitude d'opposition viscérale et virulente, soit à l'Europe, soit à l'unité européenne. Le problème, c'est que ce terme, il est évidemment, le mot phobie peut être vu comme très péjoratif, puisque ça revient à
psychiatriser, si j'ose dire, le débat d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on s'oppose à l'Europe, c'est parce qu'on a une phobie, donc on est un peu irrationnellement apeuré ou je ne sais quoi. Donc c'est un terme en général que rejettent les personnes auxquelles on l'applique. Rarement des anti-européistes vont se réclamer de l'europhobie. C'est plutôt une étiquette qui va être utilisée par des europhiles pour critiquer le camp d'en face qu'ils vont qualifier d'europhobe. Le camp d'en face, lui, va plutôt parfois se qualifier de souverainiste, qui a l'avantage évidemment là de désigner non pas en négatif ce contre quoi je suis, mais en positif ce pourquoi je suis pour la souveraineté nationale. Le problème de l'étiquette souverainiste va être que, comme on le verra, tous les anti-européistes ne sont pas forcément souverainistes, on s'en fout, il y a des anti-européistes communistes par exemple, qui ne sont pas spécialement des souverainistes, en tout cas à l'échelle nationale. Donc c'est un terme qui a l'avantage d'être moins péjoratif, qui a l'avantage d'être positif et pas dans la négativité, mais qui a l'inconvénient, sans doute, de ne pas pouvoir s'appliquer à l'ensemble du spectre anti-européiste, à l'ensemble du spectre des opposants et des oppositions à l'Europe et à l'Union européenne. C'est donc pourquoi moi, alter-européisme également, autre possibilité, donc là on retrouve la dialectique qui s'est développée anti-mondialiste, alter-mondialiste également, c'est-à-dire l'idée que finalement on n'est pas simplement opposé à l'Europe, mais on est surtout opposé à l'Europe telle qu'elle se fait et telle qu'elle est. Donc finalement là, on n'est plus du tout dans un anti-européisme, si on se revendique d'un alter-européisme, puisqu'on est pour. Donc là, c'est une étiquette qui est intéressante, mais qui ne va là encore pas couvrir tout le spectre des anti-européismes, puisque c'est une forme très particulière d'anti-européisme que l'alter-européisme. Donc c'est pourquoi moi je me suis rabattu sur l'étiquette qui me semblait la plus large d'anti-européisme, même si je pense évidemment que selon le sujet et selon le type de critique qu'on va adresser à l'Europe, il faudrait choisir selon les différentes étiquettes et peut-être même en proposer d'autres. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai retenu le terme qui me paraissait le plus englobant, le thème d'anti-européisme. Je vais proposer donc une réflexion rapide en 3 temps. Rapide parce que je vais essayer de laisser le temps qu'on ait le temps d'échanger et que chacun puisse également faire part de ses réflexions sur ce sujet, comme je le disais, assez neuf pour ma première partie, beaucoup plus travaillé pour la deuxième. Donc j'y reviendrai tout de suite. Mon plan va être donc le suivant. Il va être d'abord d'étudier l'anti-européisme au sens d'un parallèle avec l'anti-américanisme dont je parlais, c'est-à-dire vraiment qui va traiter de même que les États-Unis peuvent être haïs dans le reste du monde, est-ce que en dehors de l'Europe, il existe des formes de haine, de rejet, d'animosité à l'égard de l'Europe. Ça, c'est quelque chose qui est très peu travaillé. Donc j'ai fait de mon mieux avec ce que j'ai pu trouver moi. Ce qui est beaucoup plus étudié, ce sera dans un deuxième temps, ce sont les anti-européismes intra-européens. Là, il y a des sommes entières sur le sujet, sur les oppositions à l'Europe, mais sont-ce vraiment des oppositions ou sont-ce plutôt des alter-européismes, justement, c'est ce que nous verrons. Et dans une troisième partie, je m'interrogerai sur les perspectives de déboucher des anti-européismes en insistant, comme mon titre l'indique, sur le fait, je pense que le principal problème des anti-européismes, comme d'ailleurs des anti-américanismes, c'est leur pluralité, qui fait qu'ils sont d'accord sur ce contre quoi ils sont, mais pas du tout sur ce pourquoi ils sont, ce qui expliquerait, selon moi, leur capacité de nuisance indéniable, mais peut-être leur faiblesse intrinsèque. Pour résumer encore plus clairement mon plan, je vais développer une logique très simple. Dans un premier temps, je vais essayer de montrer que l'anti-européisme extra-européen a évolué en même temps que la puissance européenne. Quand l'Europe a été forte et puissante et impérialiste, on a trouvé effectivement des expressions de rejet, voire de haine de celle-ci, mais qu'aujourd'hui, parce que l'Europe est devenue une puissance beaucoup plus faible, beaucoup moins impérialiste également, l'anti-européisme tend à avoir disparu. Et je dirais même, vous verrez les quelques exemples que je donne, que les formes d'anti-européisme non européen qu'on peut trouver aujourd'hui sont d'ailleurs pas toujours vraiment un anti-européisme, mais relèvent presque plus de la compassion à l'égard d'une Europe affaiblie que d'une haine de celle-ci. Donc je montrerai dans un premier temps que, avec le temps et le déclin de la puissance européenne, décline l'anti-européisme extra-européen, avant de montrer dans une deuxième partie qu'inversement, avec les difficultés que rencontre l'Europe et sa perte de puissance, montent les anti-européismes intra-européens, parce que précisément, l'Europe ou l'Union européenne n'apparaît plus comme vecteur de puissance, comme vecteur de rayonnement, et est rendu responsable, à tort ou à raison, justement, de cette perte de puissance et de cette perte de rayonnement. Avant donc de terminer sur l'impossible coagulation à la fois des anti-européismes extra-européens et intra-européens, et à l'intérieur de ces différentes catégories, des différentes composantes qui les forment. Donc j'attaque tout de suite avec mon premier temps sur l'anti-européisme hors d'Europe, l'anti-européisme dans le monde. Comme je l'ai dit, c'est un anti-européisme qu'on va surtout trouver à l'époque de l'apogée de la puissance de l'Europe, notamment
à l'époque de la colonisation. Et j'ai pris quelques-uns des exemples, on aurait pu en prendre beaucoup, d'auteurs anticolonialistes célèbres, notamment pour nous ici en France, comme Aimé Césaire le premier, qui vraiment ont des textes... ont écrit des textes à la fin de la colonisation ici, dans les années 50, mais qui sont virulemment anti-européens, qui dénoncent, non pas, parce que là, j'y reviendrai dans ma conclusion, mais tout le problème, c'est souvent de distinguer anti-européisme et anti-occidentalisme, l'Occident incluant bien sûr notamment les États-Unis. Des textes qui dénoncent là uniquement l'Europe, comme étant coupable de colonialisme, du colonialisme en l'occurrence. Donc là, j'ai pris des extraits de ce célèbre texte du jeune Césaire, le discours sur le colonialisme. L'Europe est indéfendable. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent l'Europe, mais que l'accusation est proférée sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. Et lui-même donc se pose en juge, avec cette ambiguïté fondamentale qui reviendra d'ailleurs dans beaucoup d'auteurs que je cite là, évidemment que Césaire est un Martiniquais, mais c'est quelqu'un évidemment qui a fait une large partie de ses études en France, qui est donc très européanisé culturellement finalement, mais qui dénonce l'Europe. Mais il est conscient de ses contradictions. Un peu plus loin dans le même texte, il nuance son propos et déjà donc il nous montre qu'il n'est pas vraiment anti-européen, parce qu'il nous dit c'est une certaine Europe que je condamne. Le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact tardive avec le reste du monde et donc avec l'Europe, que la manière dont ce contact a été opéré, que ce contact il a été opéré au moment où l'Europe est tombée dans les mains des financiers et des capitaines d'industrie les plus dénués de scrupules. Notre malchance à nous, Africains et Amérindiens, enfin, et Américains devrait-il dire, a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route, et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Mais donc finalement, dans ce passage que j'ai coupé, mais voilà, il dit tout n'est pas à jeter dans l'Europe. C'est notre malheur, c'est que ce que nous avons rencontré primitivement de l'Europe, c'est ce qu'elle avait de pire, à savoir l'impérialisme, le capitalisme, l'exploitation de l'homme et des richesses. Donc on voit que chez Césaire, cet anti-européisme peut être nuancé. Quelqu'un qui est plus radical à la même époque, un autre Martiniquais, c'est Frantz Fanon, auteur en 1961 des Damnés de la Terre, dans lequel donc, il s'en prend très virulemment à ces nations européennes qui se vautrent dans l'opulence la plus ostentatoire. Cette opulence européenne est littéralement scandaleuse, car elle a été bâtie sur le dos des esclaves, elle s'est nourrie du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol de ce monde sous-développé, qui aurait donc été exploité par les Européens pour s'enrichir. Le bien-être et le progrès de l'Europe ont été bâtis avec la sueur et les cadavres des nègres, des Arabes, des Indiens ou des jaunes. Cela, nous décidons de ne plus l'oublier. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins des propres rues, à tous les coins du monde. Donc là, on est à un degré supérieur encore finalement d'opposition à l'Europe, une Europe là, qui est condamnée en bloc comme criminelle. Et je rappelle, j'ai oublié de le recopier, mais je l'ai recopié là, donc je vais le relire, la célèbre préface de Jean-Paul Sartre à ce livre, où il a cette phrase terrible, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Donc on voit là pour le coup que c'est un Européen, Jean-Paul Sartre, qui en soutien à Fanon en préface des Damnés de la Terre, appelle explicitement au meurtre des Européens. Donc là on a un anti-européisme, pour le coup qui vient d'Europe, mais qui vient en soutien d'un anti-européisme très radical venu du monde non européen. Ce type de critique de l'Europe a tendu évidemment à décliner avec la puissance de l'Europe et avec la disparition de la colonisation. Sauf que, comme vous le savez sans doute, il existe dans le monde, notamment dans le monde anglo-saxon, de très nombreuses personnes, et notamment de très nombreux savants, qui travaillent dans le domaine de ce qu'ils appellent les post-colonial studies, donc les études post-coloniales, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la fin de la colonisation ne marque pas vraiment la fin de la colonisation, et que donc l'Europe continue d'être maléfique, même si elle prétend ne plus l'être, même si officiellement la colonisation n'existe plus, elle continuerait par des voies indirectes, et son héritage se perpétuerait, donc au moins deux sens à cette idée de post-colonialisme, l'idée qu'il y a une continuation masquée du colonialisme et que également les stigmates, les conséquences, les séquelles du colonialisme se perpétuent longtemps après lui. L'un des papes des post-colonial studies, c'est un Indien qui enseigne à Princeton aux États-Unis, Dipesh Chakrabarty, qui est l'auteur d'un livre célèbre dans les sciences sociales, du moins Provincializing Europe, donc Provincialiser l'Europe, paru pour l'édition anglaise en 2000. Donc un livre qui m'intéresse. Alors on n'est pas tout à fait dans
l'anti-européisme. Il ne dit pas abattez l'Europe, mais il dit provincialisez-la, c'est-à-dire rabaissez-la, rabaissons-la, remettons-la à sa place. Parce qu'effectivement, donc, tout son discours consiste à dire la décolonisation politique a eu lieu, mais la décolonisation intellectuelle n'a pas, opéré. Nous restons marqués, imprégnés, européens comme non européens, par des grilles de lecture, des épistémés, dirait Michel Foucault, qui sont d'origine européenne. Et il faut donc décoloniser les esprits après avoir décolonisé les pouvoirs. Et donc, dans ce livre, Provincialiser l'Europe, donc, dit-il, ce livre ne traite pas de la région du monde que nous appelons l'Europe, parce que cette Europe, l'histoire l'a déjà provincialisée, donc elle est déjà réduite à sa juste place, c'est-à-dire pas grand-chose. Les historiens reconnaissent depuis longtemps que l'âge européen de l'histoire moderne a commencé à céder la place à d'autres configurations régionales et mondiales vers le milieu du XXe siècle. Donc ce serait au milieu du XXe siècle que l'Europe a cessé d'être puissante et qu'elle a donc été provincialisée dans les faits, resterait donc à la provincialiser dans les esprits. L'histoire européenne n'est plus perçue comme l'incarnation d'une quelconque histoire universelle humaine. L'Europe que je cherche à provincialiser ou à décentrer est une figure imaginaire qui, sous forme de clichés et de raccourcis, demeure profondément ancrée dans certaines habitudes de la pensée ordinaire qui sous-tendent invariablement les tentatives faites par les sciences sociales pour soulever la question de la modernité politique en Asie de l'Est. Alors il dit Asie de l'Est puisque c'est son domaine d'étude, mais évidemment il pourrait dire dans l'ensemble du monde non européen. Donc ces études postcoloniales, j'en ai cité qu'un des représentants, mais il y en a beaucoup d'autres, continuent de s'en prendre à l'Europe et pourraient éventuellement, ça se discute, mais être classées dans cette catégorie des anti-européismes, y compris donc à une époque postcoloniale. Autre type d'anti-européisme extra-européen, je remonte dans le temps, je viens de plus en plus vers nous, donc qu'on peut trouver, c'est une forme d'anti-européisme américain, états-unien, qui va notamment trouver un âge d'or en 2003, je l'évoquais tout à l'heure, notamment au moment de l'invasion de l'Irak, où un certain nombre, par les États-Unis, un certain nombre de pays européens, à commencer par la France et l'Allemagne, comme vous le savez, s'y sont opposés à corps et à cri, et cela a suscité, de l'autre côté de l'Atlantique, un certain nombre de discours très virulemment anti-européens, même si ils étaient souvent des discours qui coupaient l'Europe en deux, puisqu'une partie des Européens, le Royaume-Uni ou l'Espagne et les pays d'Europe de l'Est, eux, soutenaient les États-Unis, que des discours qui rejetaient l'Europe en bloc. On se souvient notamment du secrétaire à la défense de George Bush, Donald Rumsfeld, qui avait opposé la vieille Europe, donc la France, l'Allemagne et quelques autres, sous-entendu le passé, le déclin, etc., à la nouvelle Europe, notamment l'Europe de l'Est, qui, elle, serait l'avenir de l'Europe, etc., etc. Bon. Donc là, c'était un anti une partie de l'Europe, mais pas toute l'Europe. En revanche, également la même année 2003, paraît un livre qui a beaucoup fait parler, beaucoup eu de succès, un livre de Robert Kagan, un théoricien néoconservateur proche justement du pouvoir aux États-Unis à cette époque-là, qui s'appelle donc en anglais Of Paradise and Power. En français, ça a été traduit puissance américaine, faiblesse européenne. Donc c'est ce célèbre ouvrage dans lequel Kagan explique que les Américains viennent de Mars et les Européens de Vénus. Autrement dit, et il ne le dit pas comme ça, mais il le dit quasi explicitement, puisqu'il dit lui-même qu'il s'inspire d'un psychologue qui dit que les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Donc autrement dit, les Américains sont des hommes, les Européens sont des femmelettes, et dans sa bouche, être une femme, ce n'est pas un compliment. Donc ici, je lis ce qu'il nous dit dans ce célèbre livre. Quand les États-Unis n'étaient pas une grande puissance, ils prenaient la recherche d'accommodement, ce qui est la stratégie du faible. Aujourd'hui que les États-Unis sont plus forts, ils se comportent comme les grandes puissances l'ont toujours fait. Aujourd'hui, donc la force. Quand les grandes puissances européennes dominaient la scène, elles affichaient un culte de la force et de la gloire des armes. Aujourd'hui, l'Europe voit le monde avec les yeux des faibles, parce qu'elle est faible. Donc on voit là également une forme, alors comme je disais, est-ce que c'est de l'anti-européisme ou une forme de commisération ou de mépris de l'Europe? En tout cas, il y a clairement un regard qui est péjoratif, porté sur cette Europe qui incarnerait la faiblesse. Il faut rappeler cependant qu'on pourrait remonter très loin en quête d'un anti-européisme américain. N'oublions pas que les États-Unis ont été fondés par des colons, certes européens, venus d'Europe, mais justement qui avaient quitté l'Europe, qui pour beaucoup avaient fui notamment les persécutions religieuses qu'ils y subissaient, et qui donc avaient le projet de construire un autre monde, un nouveau monde qui soit radicalement différent de l'ancien. Et ce n'est pas un hasard si tout au long du 19e et une bonne partie du 20e, les États-Unis se sont prétendus isolationniste, un isolationnisme qui est un terme en fait qui n'est pas le bon, puisqu'il n'était pas du tout isolationnisme à l'échelle du continent américain, on pense à la conquête de l'Ouest ou à la doctrine Monroe. Par contre, ils étaient
isolationniste au sens où effectivement il se considérait sur une île, au sens d'insulaire, hein, et il ne voulait pas avoir affaire à ce qui se passait en Europe, et il ne voulait pas, c'est la doctrine Monroe, que les Européens viennent se mêler de ce qui se passait chez eux. Donc il y a quand même historiquement aux États-Unis, dès la fondation, l'idée quand même que certes on vient d'Europe, certes on a des valeurs communes, mais on ne veut plus rien avoir à faire avec ce monde-là, on veut se couper de lui, on veut se replier sur notre île continentale qui est l'Amérique, sur laquelle en revanche on est tout à fait interventionniste et on se pose en principale puissance dominante. On pourrait multiplier les exemples. Très rapidement, je ne le développerai pas, on pourra le développer si on veut en parler après, parce que je vais passer donc à ma deuxième partie ensuite. On pourrait également évoquer le cas de la Turquie, qui me semble intéressant, un pays qui a longtemps été attiré par l'Europe, qui a longtemps cherché à s'européaniser dès la fin de l'Empire ottoman, et qui aujourd'hui, on le sait tous et on le voit tous, tend au contraire à tourner le dos à l'Europe, qui lui a elle-même tourné le dos. Donc, je ne sais pas qui est le premier responsable à tout cela, mais on peut y voir, je pense, une confirmation de ma thèse générale dans cette première partie, c'est-à-dire que plus l'Europe est faible, eh bien, moins elle va susciter d'intérêt, que ce soit finalement un intérêt pour la critiquer ou au contraire pour l'encenser dans le reste du monde. En revanche, et j'en arrive à ma deuxième partie, donc l'anti-européisme intra-européen, l'anti-européisme en Europe, lui, il va avoir tendance à croître en même temps que l'Europe s'affaiblit, parce que précisément, on va accuser l'Europe d'être responsable de la faiblesse des nations qui la composent ou du continent dans son ensemble. Alors là, comme je le disais, pour le coup, il y a énormément de travaux sur le sujet. Donc là, ma partie ne reposera pas tant sur comme ma première, sur quelques citations illustratives à titre d'exemple, mais sur les quelques grandes théories que je ne fais donc que résumer ici, qui ont été avancées ces dernières décennies sur la question de l'anti-européisme. Deux auteurs anglais d'origine centre-européenne, polonaise plus précisément. Le premier qui a un nom assez imprononçable, donc je vous laisse le lire, et Paul Taggart, qui donc ont publié de nombreux travaux sur la question donc, de l'euroscepticisme ou de l'opposition à l'Europe. Et ce sont donc les premiers à avoir travaillé ce sujet dès les années 1980 et à avoir proposé à l'époque une première dichotomie qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été complexifiée et critiquée depuis, entre ce qu'ils appelaient, donc eux, ils parlaient d'euroscepticisme, hein, et ils opposaient donc un soft euroscepticisme à un hard euroscepticisme. Opposition très simple qui revient à opposer donc ce qu'ils appellent le soft euroscepticisme, c'est-à-dire la dénonciation de l'Europe telle qu'elle est, mais non pas l'Europe par principe, c'est-à-dire bon, la construction européenne ne prend pas la bonne voie, mais n'est pas une mauvaise idée en soi, et le hard euroscepticisme qui serait là une opposition à l'idée même d'unification européenne. Cependant, dans les deux cas, on n'est donc pas forcément dans une opposition à l'Europe, ce qui est assez logique parce que ça revient à être dans une logique de haine de soi. Bon, on a pu l'avoir avec Sartre, ça peut exister, mais il est vrai qu'il n'est pas évident qu'un Européen soit anti-européen, il est plus évident qu'il soit anti-construction européenne. Donc ça, c'est la première dialectique qui a pu être proposée dès les années 1980. Plus récemment en France, un politiste, donc Bernard Brunto, qui a fait un livre qui est en fait un livre d'histoire, hein, Combattre l'Europe, de Lénine à Marine Le Pen, a tenté, et a plutôt bien réussi, de retracer une généalogie des discours anti-européistes, là encore, à l'intérieur de l'Union européenne, et donc en fait anti-construction européenne. Et il dégage 3 familles d'anti-européisme. Donc d'après lui, tous les anti-européismes depuis Lénine jusqu'à Marine Le Pen, c'est le sous-titre de son livre, peuvent être rangés dans 3 catégories. Un anti-européisme souverainiste, donc plutôt de droite, qui va accuser l'intégration européenne de diluer les nations dans un fédéralisme mondialiste, déracinant, décivilisateur, qui nie les nations et les identités nationales. À l'opposé, un anti-européisme communiste qui, lui, considère que l'Europe, c'est l'Europe du capital, c'est l'Europe des traités, dont parlait Monsieur Mélenchon, dans une récente tribune. Il s'appuie donc sur justement un texte célèbre de Lénine de 1915 qui s'appelle donc... j'en ai oublié le titre, donc il n'est pas si célèbre que ça. Oui, c'est pas dans celui-là, c'est dans un article plus précis qui s'appelle... Je vais vous le retrouver si vous me laissez 5 minutes. Non, je ne le retrouve plus, mais c'est sur l'idée d'États-Unis d'Europe ou quelque chose comme ça. C'est un article simplement de presse, hein, ce n'est pas un livre comme, ou une brochure, donc dans lequel il dénonçait dès 1915, c'est-à-dire bien avant que des États-Unis d'Europe aient commencé à avoir un semblant de réalité, l'idée d'États-Unis d'Europe, et il le dénonçait au nom du fait, que ces États-Unis d'Europe seraient justement, précisément, il dit, je ne retrouve plus le texte, je m'excuse, c'est pas très grave, je sais pourquoi je ne le retrouve plus, parce que je l'ai affiché, il dit, excusez-moi, que donc c'est du mot d'ordre des États-Unis d'Europe en 1915, il dit concrètement, l'idée d'Europe unie, l'idée d'États-Unis d'Europe, parce que c'est l'expression qu'il emploie, elle est politiquement invulnérable, c'est-à-dire inattaquable,
un communiste ne peut pas s'opposer à l'idée des États-Unis d'Europe, mais économiquement, c'est un marxiste, donc il pense d'abord en économiste, il pense d'abord en termes de lutte des classes. Économiquement, en revanche, elle est soit impossible, soit réactionnaire. Impossible du fait de la concurrence entre les trusts, entre les capitalistes, etc., ou réactionnaire parce que ça voudrait dire qu'ils se sont mis d'accord pour encore plus exploiter le peuple. Donc Lénine, dans ce texte de 1915, nous dit « Le mot d'ordre des États-Unis républicains d'Europe, il est tout à fait concevable et tout à fait louable sur le plan politique, mais si on regarde ce qui est le plus important pour un marxiste comme lui, d'abord sur le plan économique, alors on se rend compte que c'est une très mauvaise idée, que le prolétariat y perdra. Je précise, je ne l'ai pas développé là parce qu'il ne s'agit pas de tout développer, mais que Trotsky lui répondra pour lui prendre la défense des États-Unis d'Europe en disant que si, c'est quelque chose de tout à fait souhaitable et envisageable. Troisième type d'anti-européisme, donc chez Bernard Brunto, l'anti-européisme mondialiste. Donc c'est l'anti-européisme de ceux qui n'existent peut-être plus trop aujourd'hui, mais ils le montrent bien, qui ont existé dans les années 20, qui considéraient, sous l'égide par exemple du président Wilson aux États-Unis, pour le coup, en s'inspirant, se revendiquant de lui, que ce qu'il fallait unir, c'était pas l'Europe mais le monde, que unir l'Europe c'est bien, mais si c'est pour faire la guerre aux autres, c'est le choc des civilisations d'Huntington en avance, si j'ose dire. Donc c'est pas bien. Ce qu'il faut aller, c'est vers une fédération mondiale, vers un État mondial. Je vous signale, d'ailleurs, j'y pense, j'ai un très bon livre de Mark Mazover, qui n'est pas traduit en français, je crois, mais qui a été publié il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Governing the World, qui fait l'histoire de tous ces projets qui ont existé pour créer un gouvernement mondial. Donc, il y a aussi un anti-européisme parce que finalement, on trouverait que l'européisme, l'idée d'unifier l'Europe, ne va pas assez loin. Dernier type de classification en date, là encore deux politistes britanniques, oui, je ne suis plus sûr pour le premier, Peter Kopecky et Cass-Smuts, donc Cass-Smuts qui est aujourd'hui très célèbre, notamment pour ses travaux sur le populisme. Ils ont donc dans un article, c'est un article qui date de 2002, proposé une typologie intéressante de l'anti-européisme, de l'euroscepticisme, alors qui s'applique dans leur article original, même si aujourd'hui on l'étend à beaucoup d'autres choses, ça porte uniquement sur l'Europe orientale. Je réafficherai ça dans quelques secondes, mais donc, vous voyez, ils mettent ensuite les parties qu'on ne connaît pas nous forcément très bien, d'abord parce que l'article est vieux, il a quand même plus de 15 ans, et parce que ce sont uniquement donc, des parties d'Europe orientale. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si on veut faire une typologie de l'opposition à l'Union européenne en Europe centrale, mais on pourrait assez facilement l'étendre à l'Europe tout court, ils disent qu'il faut prendre en compte deux critères, europhilie, europhobie, UO-optimisme, UO-pessimiste. Et donc il y a 4 combinaisons possibles. Alors ça peut paraître compliqué, c'est en fait très simple. Il distingue en fait dans europhilie, europhobie, l'opposition ou l'adhésion à l'idée d'Europe. Et UE-optimisme, UE-pessimisme, là, on parle de l'Union européenne, qui n'est donc évidemment pas la même chose que l'Europe. Donc, un UE-optimiste, c'est quelqu'un qui est optimiste quant à l'avenir de l'Union européenne et qui est plutôt pour celle-ci. Un UE-pessimiste, c'est quelqu'un qui est plutôt pessimiste et a un avis plutôt négatif sur l'Union européenne, voire qui y est carrément opposé, ce qui ne veut pas dire qu'il est europhobe, puisqu'il peut très bien vouloir autre chose à la place. Donc il va être eurosceptique, vous voyez la case du bas à gauche, puisqu'il est à la fois europhile pour l'idée d'Europe, mais pessimiste, pardon, il n'aime pas trop ou il ne prédit pas un bel avenir à l'Union européenne. Inversement, on peut être à la fois europhile, donc adhérent au projet d'Union européenne, mais et aussi apprécier l'Union européenne et avoir une bonne opinion sur elle, on sera donc un euro-enthousiaste. On peut être europhobe, mais trouver que finalement l'Union européenne, ça ne marche pas si mal que ça, on est conservateur, il ne faut pas forcément détruire ce qui fonctionne, donc on va être ce qu'ils appellent un euro-pragmatique. Et puis on peut cocher toutes les cases du non, on ne veut pas d'unité européenne et en plus on déteste l'Union européenne, on est dans l'euro-rejet, donc dans une position plus radicale. Donc vous voyez ce petite typologie qui est intéressante, qui est sans doute critiquable, je ne sais pas si on peut l'étendre à toute l'Europe, et si on pourrait placer tous les partis actuels de toute l'Europe dans ce quadriptyque qu'ils proposent, mais c'est une possibilité donc qu'ils évoquent. Je terminerai donc par ma troisième et dernière partie. Il me reste une petite dizaine de minutes pour ce faire, ce sera suffisant. Troisième et dernière partie que j'avais intitulée, je raffiche d'ailleurs mon plan, l'impossible coagulation des anti-européismes. Donc, le problème des anti-européistes, eh bien, il est le même que celui des anti-américanistes pour le coup, c'est qu'ils sont d'accord pour être anti quelque chose, donc ils sont d'accord sur ce qu'ils rejettent, mais ils sont, on l'a évoqué, je n'ai bien sûr pas pu rentrer dans le détail, loin d'être d'accord sur qu'est-ce qu'ils veulent à la place. Certains anti-européistes ne rejettent pas tant l'Europe que l'Union européenne et voudraient autre chose, une autre forme d'intégration européenne.
D'autres anti-européistes sont contre l'idée même d'unité et d'union européenne. Certains européistes extra-européens vont abhorrer la culture, la civilisation, l'homme européen, ce qui sera rarement le cas d'un homme européen lui-même. Donc évidemment, le grand problème pour ces anti-européistes, c'est que ce qui est leur force, ils sont nombreux, est aussi leur faiblesse, ils sont pluriels. Et que accorder au pluriel, c'est toujours plus compliqué qu'accorder au singulier, et qu'il leur est donc difficile de former un front uni. Et je pense que l'exemple que nous fournit le Brexit en est un très bon exemple, finalement, à l'échelle du Royaume-Uni, où les anti-européistes, les anti-intégration à l'Union européenne ont parfaitement su s'unir pour unir leurs désaccords, ont parfaitement su convaincre pour pointer, sans doute en partie à juste titre, tout ce qui ne va pas et tout ce contre quoi on peut être dans la construction européenne. Mais on voit qu'aujourd'hui, 2 ans après, ils sont absolument incapables de s'entendre sur mais qu'est-ce qu'ils veulent à la place. Ils sont d'accord sur ce qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'ils veulent. On l'a vu encore hier, ces derniers jours, dans des votes assez contradictoires, où on vote à la fois pour sortir au plus vite de l'Union européenne, mais contre le traité qui permettrait de le faire, avec là encore sans doute de bonnes raisons. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer les députés britanniques, mais on voit bien, voilà, il était beaucoup plus simple, et c'est une logique universelle qui ne vaut pas que dans le cas de l'Europe. Dans toute situation, c'est toujours simple, évidemment, de se coaliser quand on a un ennemi commun. Une fois qu'on a abattu cet ennemi commun, en général, ça se complique. Pour conclure, donc je reviendrai à ma question initiale, l'anti-européisme existe-t-il ? Je répondrai que la réponse est loin d'être évidente pour 2 raisons que j'ai évoquées rapidement. Premièrement, si on se place à l'échelle d'un anti-européisme extra-européen, il n'est pas très virulent, et quand il existe et qu'il est virulent, c'est en fait plutôt aujourd'hui un anti-occidentalisme. Je pense par exemple à un certain discours djihadiste qui va dénoncer l'Occident, l'Europe entre autres donc, comme étant décadente, comme étant pervertie ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas foncièrement un anti-européisme, c'est un anti-occidentalisme qui dépasse largement la critique de la seule Europe, qui est d'ailleurs en général présentée comme le petit frère ou comme le cadet ou comme l'inféodé des États-Unis, qui sont le grand Satan, pour reprendre l'expression iranienne. Donc, anti-européisme extra-européen, pas sûr qu'il existe aujourd'hui, parce que quand il s'exprime, je pense qu'il relève plus, mais si vous avez des suggestions, je suis preneur, évidemment, d'un anti-occidentalisme. Quant à l'anti-européisme intra-européen, je ne suis pas sûr qu'il existe non plus, dans le sens où lui, il est plus une opposition à la construction européenne qu'à l'Europe en tant que telle. D'ailleurs, peut-on s'opposer à quelque chose qui, a priori, quand même, a une certaine réalité? Peut-on s'opposer au réel? Enfin, sans doute, mais je ne suis pas sûr que ça mène bien loin. Donc, là encore, à l'échelle, cette fois-ci intra-européenne, je ne sais pas si on peut réellement répondre par l'affirmative à cette question. Et je conclurai sur ce par quoi j'avais commencé, c'est-à-dire que je ne sais pas en revanche s'il faut s'en réjouir qu'il n'y ait pas d'anti-européisme, ou très peu, ou qu'il semble insaisissable, parce que sans doute est-ce là la preuve d'une forme de désintérêt du monde à l'égard de l'Europe, qui traduirait lui-même une forme de faiblesse de cette Europe, d'incapacité à peser et donc à inquiéter en dehors de ses frontières. Donc je vais m'arrêter là et je vais repasser la parole à Amina si vous souhaitez ensuite vous-même intervenir. Merci pour votre réflexion. Maintenant, c'est à votre tour de faire part de vos réflexions, de vos questions à Monsieur Florian Louis. Je crois qu'il y a un micro qui circule ou pas? Non, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Je regrette juste que vous n'ayez pas en fait développé davantage la première partie, parce que la deuxième est assez connue finalement, et la première un peu moins. Et il y a un anti-européisme dont on aurait pu parler davantage, enfin vous surtout, c'est l'anti-européisme russe. Car finalement, depuis Pierre le Grand et depuis la fin du XVIIIe siècle, se pose la question de l'appartenance de la Russie à l'Europe. Et l'anti-européisme a été théorisé au XIXe siècle par les Russes. Et il se remanifeste aujourd'hui à la fois comme anti-occidental et à la fois comme un rejet de la construction européenne. Est-ce qu'on peut avoir votre avis là-dessus? Je pense par exemple à des géopoliticiens, entre guillemets, comme Dugin et d'autres.
Oui, donc effectivement, je rapprocherai, effectivement, j'aurais pu le traiter, je l'aurais rapproché, je pense, de ce que j'ai dit très rapidement sur l'anti-européisme turc, parce que là, je pense qu'il y a un vrai parallèle entre l'Empire ottoman, puis la Turquie, et l'Empire russe, puis la Russie, qui sont deux pays qui ont d'abord cherché, en gros, 18e siècle pour la Russie, 19e avec les Tanzimat pour l'Empire ottoman, à s'européaniser, à se rapprocher de l'Europe. Hein. On sait que les Russes, au 18e siècle, vont imposer, un peu arbitrairement, l'idée que l'Europe s'arrêterait à l'Oural. Et pourquoi ils le font? Pour pouvoir dire, une partie de nous, la Russie, est européenne, et pas n'importe quelle partie, celle où il y a le plus d'habitants, qui est le cœur de notre pays, etc. Donc il y a eu d'abord, et il y a toujours dans certaines couches de la société russe, une forte europhilie et un désir de s'européaniser, de se rattacher à l'Europe, et on trouverait, je n'ai pas le temps de développer forcément, mais la même chose dans un pays que je connais mieux, qui est donc la Turquie et l'Empire ottoman, où vraiment tout au long du 19e siècle, on cherche vraiment à s'occidentaliser, jusqu'à Mustafa Kemal bien sûr, et à s'européaniser et à se rattacher à l'Europe, jusqu'à candidater à l'intégration à l'Union européenne. Après, il est vrai que du fait des évolutions de l'histoire, la guerre froide notamment dans le cas de la Russie, eh bien, il y a forcément des écarts qui se sont créés. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le discours officiel russe, qui s'inspire globalement des thèses de Douguine, effectivement, se veut un discours eurasiste, et donc qui va opposer, qui va dire qu'il faut se tourner plus vers l'Asie. Mais donc dans Eurasie, il y a quand même Europe, hein, donc il ne s'agit pas non plus de se détourner totalement de l'Europe. Mais c'est vrai qu'en général, le discours eurasiste ne va pas jusqu'à l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest, mais il veut intégrer bien sûr une partie de l'Europe centrale et orientale. Donc effectivement, aujourd'hui, on a ce discours. Est-ce que c'est un anti-européisme? Moi, j'aurais tendance... Douguine est assez populaire dans certains milieux européens, en France notamment. Je ne suis pas sûr ce qu'il reproche à l'Europe, c'est d'être atlantiste finalement. Et donc, du coup, moi j'y verrais un anti-européisme plus conjoncturel, pour reprendre ce que je disais au début, une opposition à une attitude de l'Europe qu'ils accusent, à tort selon eux, d'être tournée vers les États-Unis. C'est les vieilles traditions géopolitiques. Hein. Ils disent concrètement, votre géographie vous impose une alliance avec nous les Russes, parce que l'Eurasie, la théorie du Heartland de Mackinder, c'est un bloc terrestre unifié. Vous n'avez rien à gagner à vous tourner vers les Américains, desquels vous êtes séparés par un fossé océanique. Vous avez au contraire tout à gagner à vous rapprocher de nous. Mais bon, effectivement, ce sera à creuser. Là, je vous réponds comme ça de but en blanc. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir plus que ça. Merci en tout cas pour votre remarque. Oui, alors moi je ne pense pas effectivement que ce soit un anti-européisme du tout. Je pense que Douguine répond à Brzezinski et que c'est sa manière à lui de dire qu'effectivement la Russie est à cheval sur l'Europe et l'Asie. Hein. Et c'est parce que l'Union européenne lui tourne le dos que la Russie finit par tourner le dos à l'Union européenne. Hein. Depuis Gorbatchev, c'est comme ça. Hein. J'avais plutôt une question, vous n'avez pas abordé, c'est la question finalement de qui sont les anti-européistes. Alors moi, je m'intéresse moins aux partis que peut-être aux opinions. Alors, est-ce qu'au niveau des sondages, au niveau des pays européens, qu'est-ce qui ressort finalement de l'opinion publique européenne quand on voit le taux d'abstention effectivement aux élections européennes qui est révélateur finalement d'un échec du projet? Je voulais savoir, vous, si vous avez creusé de ce côté-là, du côté des opinions et des sondages. Creuser, le mot est fort. J'ai fait quelques lectures sur le sujet. J'en suis loin d'être un spécialiste de ces questions d'opinion et de sondage. Bon, l'abstention, je ne suis pas sûr que ce soit un anti-européiste. J'y vois plus, pour le coup, une indifférence à la question. Je pense que ce qui peut marquer évidemment un anti-européisme, c'est le score de partis qui se revendiquent ou de fait apparaissent comme étant anti-européistes. De fait, ces partis ont le vent en poupe, comme on le sait, dans un certain nombre de pays. Donc, ils semblent effectivement rencontrer une audience assez large, avec le problème qui est toujours le même et qu'on connaît bien, c'est que souvent les élections européennes sont l'occasion de voter sur d'autres sujets que l'Europe, et donc il est, selon moi, mais je ne suis pas du tout spécialiste ni de sciences politiques et encore moins de sondages et de questions d'opinion, mais je ne suis pas sûr que, même si en même temps, bon, un vote est un vote et il faut l'interpréter tel qu'il est. Il ne faut pas aller chercher, dire on a voté blanc, en fait non, on voulait voter noir. Mais enfin, je ne sais pas si les scores des partis anti-européistes sont le meilleur baromètre de l'anti-européisme, dans la mesure où je pense que beaucoup d'autres questions que la question européenne amèneront des électeurs et amènent des électeurs à voter pour ces partis. Donc voilà ce que je dirais comme ça là, également en première approche sur cette question très, très vaste. Pour rebondir un petit peu sur la question de la Russie et de l'anti-européisme d'un pays qui est plutôt finalement historiquement assez occidental, est-ce que l'anti-européisme affiché par certains politiciens russes, je pense notamment
à Alexei Poushnov qui va jusqu'à beaucoup dénigrer l'Europe d'un point de vue de son impuissance. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un moyen pour la Russie d'essayer de se maintenir au rang d'une grande puissance alors qu'elle a du mal dans beaucoup d'autres domaines à maintenir ce cap-là? Il est évident que braquer les projecteurs, ça c'est une stratégie classique de tout pouvoir, de braquer les projecteurs sur ce qui ne va pas ou ce qui est supposé ne pas aller en dehors de son précaré national est évidemment un bon moyen de ne pas parler des problèmes qu'on a chez soi. On l'a vu, je reviens encore, excusez-moi parce que je connais mieux la Turquie que la Russie, mais Erdogan ces dernières années s'est beaucoup fait le spécialiste quand il y a eu des problèmes chez lui de lancer de virulente diatribe anti-européenne, qualifiant les Européens de nazis ou des choses comme ça, parce qu'on sait, pour des raisons assez simples, et ça marche aussi si un pays européen fait l'équivalent, évidemment que c'est un moyen facile de mobiliser les opinions publiques et de détourner les regards vers l'extérieur. Donc oui, effectivement, souvent l'anti-européisme, d'où qu'il provienne, est souvent aussi un moyen de flatter, on va dire, des passions facilement attisables pour essayer de détourner finalement effectivement l'attention peut-être de problèmes intérieurs. Je connais assez mal la personne que vous évoquez en Russie, je connais juste son nom, mais donc je ne vais pas me hasarder à me prononcer sur son cas particulier. Donc si vous n'avez plus de questions, on va terminer la conférence ici. Je vous remercie, Monsieur Florian Louis, pour votre intervention et merci à tous d'être venus.